Voilà, donc nous allons écouter l'intervention de Paco Millet, qui est chercheur à Sablons et également officier d'active et qui a beaucoup voyagé. Donc, Pékin, la Polynésie, Taïwan, le Japon, donc sinologue également, sinophone également. Et nous lui avons demandé de travailler sur l'Indo-Pacifique, mais dans l'optique des relations entre la France et la Chine. Et on va pouvoir approfondir donc, cet aspect qui a été évoqué en pointillé ce matin, mais qui, là, cette fois-ci, va être plus précisé dans l'optique de cette étude de l'Indo-Pacifique. Donc, je vous écoute. Très bien, merci beaucoup. Bonjour à tous, bonsoir à ceux qui seraient éventuellement encore connectés en Nouvelle-Calédonie. Je tenais bien évidemment à remercier l'IHEDL, l'Université de Montpellier et l'Université de la Nouvelle-Calédonie de m'avoir convié à cet événement. Et je remercie particulièrement Madame Caroline Delage. Le 2 mai 2018, en Australie, Emmanuel Macron officialise une nouvelle à la géopolitique de l'océan Indien, à la géopolitique du Pacifique océanien et même à la géopolitique de l'Asie en général. Mais alors, de quoi s'agit-il? L'Indo-Pacifique est un espace géographique, maritime et terrestre englobant les océans Indien et Pacifique et s'étendant à l'ensemble des pays riverains de l'Afrique orientale au continent américain. Une région immense donc. Mais l'Indo-Pacifique est aussi et surtout une construction stratégique qui vise à contenir la montée en puissance de la République populaire de Chine, la RPC, dans cette région. La sémantique indo-pacifique n'est d'ailleurs pas une invention française. Elle est développée dans sa version moderne depuis 2007 par plusieurs gouvernements, notamment celui des États-Unis d'Amérique. La nouvelle stratégie française accorde une place prépondérante aux collectivités françaises de l'Indo-Pacifique, les CFIP. Donc, dans le Pacifique, la Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna, la Polynésie française. On pourrait même y ajouter le petit atoll de Clipperton au large du Mexique, qui n'est juridiquement pas une collectivité, mais qui est un territoire sous souveraineté française dans le Pacifique. Dans l'océan Indien, l'île de la Réunion, Mayotte, les îles Éparses et les îles subantarctiques des TAF, les archipels Crozet, Kerguelen, les îles Saint-Paul et Amsterdam. Les CFIP, les collectivités françaises de l'Indo-Pacifique, deviennent donc un élément important des relations internationales françaises. Pourtant, la stratégie indo-pacifique apparaît d'abord comme une ambition géopolitique de l'État, parfois détachée du contexte local. Ce décalage est particulièrement marqué face au développement de l'influence chinoise. Certaines CFIP bénéficient d'une autonomie politique et sont donc libres d'entretenir des rapports plus ou moins étroits avec la Chine. Les CFIP, les collectivités françaises de l'Indo-Pacifique, deviennent ainsi un élément important de la relation sino-française. Mon propos aujourd'hui s'articulera en trois parties. D'abord, j'essaierai d'expliciter le fait que les stratégies indo-pacifiques, quoique non homogènes, sont directement dirigées contre le développement de la Chine. Ensuite, il sera question d'analyser en quoi les collectivités françaises de la zone sont des territoires stratégiques et convoités par des grandes puissances, notamment la Chine. Et enfin, nous verrons que l'intérêt, la convoitise n'est pas unilatérale et que localement, le développement de l'influence chinoise n'est pas perçu exclusivement comme une menace, mais parfois comme un facteur de développement. Donc, grand 1, un concept stratégique dirigé contre le développement de l'influence chinoise. Donc, je vous ai mis en préambule cette petite citation du ministre des Affaires étrangères russe. Donc, la Russie, on le sait, est une puissance qui a des intérêts dans l'espace indo-pacifique, même si elle n'adopte pas la nomenclature officiellement indo-pacifique. Et on a donc cette citation de Sergueï Lavrov. L'Indo-Pacifique a été initié et promu par les États-Unis, l'Australie, le Japon et la République de Corée
Pourquoi? Vous connaissez la réponse. La réponse est pour contenir la Chine. Ce n'est même pas caché. Chaque dénomination géographique recouvre des ambitions politiques. L'Indo-Pacifique, nouveau leitmotiv dans les relations internationales, ne déroge pas à la règle et se veut une réponse stratégique aux ambitions de la Chine dans l'ensemble régional. Plus qu'un ensemble géographique homogène, l'Indo-Pacifique se veut la matrice de certaines idées, des normes et de valeurs partagées, la démocratie, le respect des droits de l'homme, l'état de droit, en opposition à un modèle concurrent jugé illibéral, autoritaire et dictatorial, celui de la RPC de Xi Jinping. Si les visions de l'Indo-Pacifique diffèrent, le dénominateur commun est celui de contenir le développement de l'influence chinoise. L'adoption de ce nouveau schéma stratégique est une manière pour les gouvernements ayant souscrit à cette terminologie de définir l'environnement international en fonction de leur représentation et objectifs politiques. Si le terme se veut consensuel, il n'en demeure pas moins abstrait, ambigu et même parfois clivant. Chaque acteur des relations internationales développe sa propre vision. On a par exemple la vision japonaise. Donc ça, c'est une carte qui est issue du ministère des Affaires étrangères japonais. Donc déjà, il faut savoir que l'Indo-Pacifique comme nouveau schéma stratégique a été d'abord développé par le Japon et son Premier ministre Shinzo Abe lors d'une conférence devant le Parlement indien en 2007. Et donc, dans la vision japonaise, l'Indo-Pacifique est vraiment promu comme un concept économique de l'Asie du Sud-Est jusqu'à l'Afrique orientale. Évidemment, c'est la vision d'un géant économique qui parle. Et ici, les Japonais cherchent avant tout à concurrencer les infrastructures, le réseau d'infrastructures chinois que certains stratèges américains ont dénommé le collier de perles. Donc, vision japonaise, une vision économique. Ensuite, vision américaine, la nomenclature Indo-Pacifique est adoptée par le président Donald Trump pour la première fois en 2017 au Vietnam lors d'un sommet de l'APEC. Et donc là, on est vraiment dans une vision stratégique, l'Indo-Pacifique comme nomenclature idoine pour contenir le développement de l'influence chinoise. D'ailleurs, c'est dans la continuité du Pivot to Asia, autre concept stratégique qui avait été lui initié par Barack Obama. Fait intéressant, l'administration Joe Biden a elle aussi repris le concept Indo-Pacifique, notamment en nommant un coordinateur de l'Indo-Pacifique en la personne de Kurt Campbell. Ainsi, on peut quand même analyser une certaine continuité géopolitique de la part des différentes administrations américaines. Date importante pour la stratégie Indo-Pacifique américaine, c'est évidemment 2018, quand le Pacific Command change de nom et se nomme désormais l'Indo-PACOM, l'Indo-Pacific Command. Donc, on est passé du Pacific Command à l'Indo-PACOM. Alors, est-ce que ça va pouvoir marcher? La vision indienne. Donc, on le sait, historiquement, l'Inde est très attachée au principe de souveraineté, d'indépendance, de non-alignement. Ainsi, la diplomatie indienne a longtemps été très réservée face à ce schéma stratégique qu'elle jugeait trop orienté contre la Chine. Néanmoins, en 2019, le Premier ministre indien Narendra Modi, lors du Shangri-La Dialogue, prononce pour la première fois une stratégie indo-pacifique indienne dite inclusive. Alors là, évidemment, il faut mettre tout cela en corrélation avec la dégradation des relations sino-indiennes au niveau de leurs frontières terrestres, notamment dans l'Aksai-Chin, en Himalaya. Donc l'Inde développe une géopolitique multipolaire et sa nouvelle stratégie indo-pacifique lui permet également d'affirmer ses nouvelles ambitions maritimes dans l'océan Indien. Donc ici, la stratégie indo-pacifique est une affirmation des ambitions thalassopolitiques de l'Inde. Autre acteur, l'Australie, qui elle aussi développe une stratégie indo-pacifique. Donc l'Australie a longtemps oscillé entre sa dépendance économique vis-à-vis de la Chine. On le sait, la Chine est le premier partenaire économique
de l'Australie. Cette relation s'est même institutionnalisée en 2015 dans le cadre du CHAFTA, le China-Australia Free Trade Agreement, donc dépendance économique vis-à-vis de la Chine, mais aussi alignement géostratégique vis-à-vis des Américains, les divers gouvernements australiens s'étant à de nombreuses reprises proclamés shérifs de Washington dans le Pacifique. Donc, avec cette stratégie indo-pacifique, l'Australie assume sa nouvelle orientation géopolitique, à savoir un recentrage de ses intérêts sur son environnement direct, donc sud-est asiatique dans le cadre de l'ASEAN-Australia Dialogue, dans le cadre de la ADMM+, Asian Defense Minister Meeting Plus, mais aussi recentrage sur sa sphère d'influence traditionnelle, à savoir le Pacifique océanien, surtout la Mélanésie et puis dans une moindre mesure la Polynésie. On le sait, ça a été rappelé ce matin, l'Australie est le principal bailleur de fonds dans le Pacifique océanien et une nouvelle stratégie a été promue à cet égard, le Pacific Step Up. Donc pour un continent, pour une île continent bordée à la fois par les océans Indiens et les océans Pacifiques, rien de plus logique que de développer sa propre vision indo-pacifique. Enfin, alors on aurait pu aussi parler de l'ASEAN, de Taïwan, mais voilà, il y a beaucoup d'acteurs des relations internationales qui ont adopté leur propre vision de l'Indo-Pacifique. Enfin, l'Union européenne, ça a été aussi rappelé ce matin, depuis le 15 septembre 2021, l'Union européenne a développé sa propre stratégie indo-pacifique. Donc, depuis 2018, cette stratégie a été portée par la France seule, puis rejointe par l'Allemagne et les Pays-Bas en 2020. Donc voilà, la Chine a également été qualifiée récemment par la Commission européenne de rivale systémique. Donc, on pourrait croire que l'Europe est assez éloignée de cette région Indo-Pacifique, mais il faut se souvenir que l'Union européenne est une puissance normative et économique et que surtout c'est le premier partenaire économique de la Chine. À cet égard, à l'exception de l'Allemagne, tous les pays européens souffrent d'un déficit commercial abyssal vis-à-vis de la Chine à hauteur de 150 milliards d'euros annuellement. Pour la France seule, cela représente 30 milliards d'euros, c'est le plus grand déficit commercial français. Voilà. Sachant qu'il y a aussi des territoires sous souveraineté, pas sous souveraineté de l'Union européenne, mais des territoires sous souveraineté d'États membres de l'Union européenne. Je parle évidemment des régions ultra-périphériques, la Réunion, Mayotte, et des pays et territoires d'outre-mer. Brexit oblige, la France est cependant la dernière puissance souveraine en Indo-Pacifique. Donc, force est de constater que la stratégie indo-pacifique de l'Union européenne est avant tout une stratégie française. Donc, en développant une stratégie indo-pacifique, le président de la République, Emmanuel Macron, adapte sa politique étrangère aux évolutions des relations internationales contemporaines. Il permet également à la France de formaliser son ambition multimodale dans la région, car c'est avant tout l'exercice de la souveraineté nationale dans les collectivités françaises qui fait la spécificité et qui légitime la présence française dans cette région. Donc, le commandant le rappelait ce matin, 93% des 11 millions de kilomètres carrés de la zone économique exclusive se trouvent en Indo-Pacifique. 1,7 million de citoyens français résident dans les collectivités françaises de l'Indo-Pacifique. 7000 militaires y stationnent en permanence. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en 2021, période référendaire en Nouvelle-Calédonie oblige, le facteur Chine a souvent été mis en avant comme repoussoir à toute velléité indépendantiste. Qu'en est-il de l'influence réelle de la Chine dans ces collectivités? J'en arrive à ma deuxième partie, le développement de l'influence chinoise dans les CFIT. Donc là, on a une photo de 2011 quand Xi Jinping avait fait une escale à Papeete. Il avait été accueilli sur le tarmac de l'aéroport de Fa'a par Oscar Temaru, leader indépendantiste historique. Je crois même qu'on a le haut commissaire juste derrière. Photo de Xi Jinping en 2011 à Tahiti. À l'époque, il n'était que vice-président de la République populaire de Chine. Le gouvernement de Pékin projette des ambitions régionales dans l'océan Indien et Pacifique, dans les océans Indiens et Pacifiques. L'Indo-Pacifique français est aussi concerné.
Les collectivités françaises de l'Indo-Pacifique et la RPC entretiennent des relations politiques, diplomatiques, économiques et culturelles depuis plusieurs décennies. Donc, on va d'abord parler évidemment des deux grandes communautés de diaspora chinoise présentes dans les collectivités françaises de l'Indo-Pacifique. On a les Sinois de l'île de la Réunion. Donc, on le sait historiquement, hein, l'investissement de la diaspora chinoise a été un lien indispensable dans le développement des courants financiers entre le nord et le sud de l'Asie d'abord, diaspora singapourienne, diaspora indonésienne, diaspora thaïlandaise, diaspora hongkongaise à l'époque, mais aussi entre l'Asie et le reste du monde, diaspora américaine, diaspora canadienne, diaspora britannique, entre autres. Qu'en est-il dans les CFIP? Donc, comme je vous le disais, on a deux grandes communautés de Chinois, de ressortissants français d'origine chinoise dans les collectivités françaises de l'Indo-Pacifique. On a les Sinois de l'île de la Réunion, hein, expression créole qui désigne l'ensemble des ressortissants aux origines chinoises de l'île. Donc, leur présence remonte au 19e siècle, hein, dans les années 1840, quand des coulis chinois ont débarqué à la Réunion pour cultiver la canne à sucre. Leur population actuelle s'élèverait à 3% de la population, soit 20 à 25 000 personnes. On a aussi les Tinito, hein, Tinito qui veut dire chinois en langue polynésienne. Donc, l'un de ses représentants les plus connus est évidemment Gaston Tonsang, hein, président de l'Assemblée de Polynésie française, maire de Bora et ancien président de Polynésie française. Donc, en Océanie, les premiers Chinois arrivent aussi au 19e siècle, hein, quand une première mondialisation s'organise autour du commerce de bois de santal et de bêche de mer. Donc, à Tahiti spécifiquement, on a en 1860 plusieurs centaines de coulis qui arrivent pour cultiver du coton sur Papara, sur les champs d'Aotimauno. La population chinoise, comme à La Réunion, est composée principalement de Hakka et de Punti, donc des régions méridionales de Chine. Ce qui est spécificité de la communauté chinoise de Tahiti, c'est qu'ils n'obtiendront la nationalité française qu'en 1973. Avant, ils disposaient souvent de la nationalité taïwanaise. Voilà. Pour résumer, je pense, hein, c'est à titre personnel, qu'il est difficile de parler d'influence directe de Pékin auprès de ces diasporas hétéroclites, aujourd'hui parfaitement intégrées aux sociétés multiculturelles réunionnaises et tahitiennes. La majorité de ses membres se sentent avant tout français, polynésiens et réunionnais, sans pour autant, bien évidemment, renier leur appartenance culturelle chinoise. Il ne faut donc pas assimiler, comme c'est souvent le cas en métropole, ces Chinois historiques aux nouveaux fonctionnaires de Pékin présents sur le territoire. Des liens avec Pékin existent, hein, notamment à travers les consulats, les instituts Confucius et certaines associations, mais des liens existent aussi avec le gouvernement de la République de Chine basé à Taipei et concurrent à celui de Pékin. Par ailleurs, l'influence de la Chine ne se limite pas, l'influence de la République populaire de Chine ne se limite pas à la seule communauté chinoise. On va parler maintenant de diplomatie officielle. Donc, vous le savez sûrement, l'île de la Réunion et la Polynésie française disposent d'un consulat chinois. Donc, depuis 2010 sur l'île de la Réunion et depuis 2007 en Polynésie française. Il y a aussi eu une visite très remarquée de l'ambassadeur chinois en France, Jai Gun, en Nouvelle-Calédonie en 2017. Et la Polynésie française et l'île de la Réunion ont également leur propre institut Confucius, donc centre culturel d'apprentissage du mandarin et de promotion de la culture chinoise. Donc là, vous avez une belle photo de l'Institut Confucius situé dans les locaux de l'Université de Polynésie française qui a ouvert ses portes en 2013. Donc, consulat, Institut Confucius, on est vraiment sur de la diplomatie officielle. Mais Pékin développe aussi une autre facette de son soft power à travers une diplomatie non gouvernementale, mais tout autant officielle, qui englobe de nombreuses organisations de façade en Chine et à l'étranger. Donc, sa portée recouvre un large spectre, hein, partis politiques,
communautés de la diaspora, sociétés multinationales, associations culturelles aux activités protéiformes. Donc, à cet égard, on a un cas d'étude intéressant dans l'Indo-Pacifique français, c'est l'association du peuple chinois pour l'amitié avec l'étranger. Donc, qu'est-ce que c'est que cette association? L'objectif déclaré est de promouvoir l'amitié et la compréhension mutuelle entre le peuple chinois et les nations étrangères. Elle noue des liens avec des organisations, des relations avec certaines sociétés. Certains observateurs, évidemment, lui reprochent d'être un outil de propagande diplomatique mené par d'anciens fonctionnaires du ministère des Affaires étrangères. Alors, c'est intéressant parce que cette association du peuple chinois pour l'amitié avec l'étranger, on la retrouve dans l'Indo-Pacifique français. Dès 2003, en Polynésie française, à l'époque, le président Gaston Flosse avait signé une convention de coopération avec, on va l'appeler l'APCAE, c'est un acronyme un peu barbare, voilà, l'APCAE, instituant le projet d'un consulat chinois en Polynésie. Depuis cette date, depuis 2003, toutes les missions officielles du gouvernement et des représentants polynésiens en Chine sont menées sous l'égide de cette association. Tous les contrats passés entre la Chine et la Polynésie également. En 2008, une association sino-polynésienne, partenaire de l'APCAE, est créée pour initier des échanges entre les étudiants des deux pays, notamment avec le lycée international de Wenling. On retrouve cette association également en Nouvelle-Calédonie. Donc, même s'il n'y a pas de diaspora chinoise à proprement parler, certains chercheurs estiment le nombre de ressortissants chinois en Calédonie à 1500. Et donc là aussi, on a une association d'amitié sino-calédonienne, cette fois-ci, qui est présidée par une Tahitienne d'origine chinoise. Cette association qui a été créée en partenariat avec l'APCAE, donc existe depuis 2016. Et la spécificité, c'est que cette Tahitienne d'origine chinoise a été l'ancienne directrice de cabinet de Roch Wamitan, leader indépendantiste très influent. Enfin, on retrouve aussi cette association sur l'île de la Réunion avec l'ancien président du conseil régional, Didier Robert, qui a reçu à plusieurs reprises des délégations de l'APCAE. Quand il s'est rendu en Chine, notamment pour signer un partenariat avec la ville de Tianjin, c'était organisé par l'APCAE. Donc, in fine, ce que fait l'APCAE n'est pas si différent que ce que peut faire d'autres pays, comme la France, par exemple, à travers son réseau d'associations culturelles, souvent très interconnectées avec le milieu d'affaires, notamment dans le milieu expatrié. Pour autant, ces relations de networking ne sont pas officiellement pilotées par le gouvernement ou les autorités officielles. Il n'y a pas ce côté top-down comme on peut le retrouver avec l'APCAE chinoise. On le sait, la Chine dispose d'un retard conséquent en matière d'influence non coercitive et cette association APCAE ne masque peut-être pas assez ses ambitions politiques. Ensuite, les collectivités françaises de l'Indo-Pacifique comme territoire stratégique pour Pékin. Donc, leur positionnement géographique et les matières exploitables, spécialement le nickel calédonien, suscitent l'intérêt de la puissance chinoise. Donc, pour parler de la Polynésie française, on sait que l'immensité maritime de la zone économique exclusive de Polynésie française est évidemment une position stratégique qui suscite les convoitises de divers acteurs. Elle représente un atout pour toute forme moderne de connectivité aérienne, navigation, télécom. Par exemple, récemment, c'est des projets de câbles sous-marins qui ont été annoncés notamment par le Chili dans le cadre d'un câble sous-marin transcontinental qui relierait l'Amérique du Sud à la Nouvelle-Zélande, avec potentiellement une étape en Polynésie française. Donc ça, c'est une perspective réelle. On avait d'ailleurs le président Édouard Fritsch qui s'était déplacé au Chili en personne et il avait rencontré le président chilien Piñera en 2016. Tout de suite après, le consul chinois en poste en Polynésie française s'était empressé de manifester son intérêt pour le projet et le soutien de certaines entreprises chinoises, notamment Huawei. Depuis, il semblerait que ce soit une entreprise japonaise qui ait raflé le contrat
mais affaire à suivre. Le triangle polynésien, donc Nouvelle-Zélande, Hawaï, île de Pâques, constitue également un territoire idoine pour l'observation spatiale, pour l'installation de stations de contrôle satellitaire, pour l'observation des satellites météorologiques ou pour le système de navigation Beidou, le concurrent du GPS, mais aussi pour le suivi des missiles balistiques. Et on le sait, c'est depuis le triangle polynésien que le suivi et le guidage de ces satellites sont effectués par un bâtiment de 10 000 tonnes, le Glenwang 6, qui a fait 2 fois escale à Tahiti en 2011 et en 2015, et il est équipé de radars de trajectographie. Donc voilà, d'autres bâtiments chinois sont en reconnaissance parfois pour connaître avec précision les fonds et les reliefs sous-marins, la température de l'eau, la bathymétrie ou encore la salinité. Enfin, le nickel de Nouvelle-Calédonie, donc le nickel, matière éminemment stratégique, composant indispensable dans la fabrication d'acier inoxydable et pour le marché des batteries de véhicules électriques. Donc, la Nouvelle-Calédonie représente 25% des ressources mondiales, 5e position mondiale, et la production métallurgique représente 90% des exportations du territoire, emploie 12 000 personnes, soit quasiment 20% de la population active. C'est un sujet très important en Nouvelle-Calédonie. Et la Chine, comme c'est souvent le cas avec les matières premières, a pris la maîtrise du marché mondial de nickel à travers un contrôle étatique sur les grands groupes chinois. La Chine pèse pour 56% des exportations de la Nouvelle-Calédonie et pour la seule année 2018, les exportations vers la Chine ont augmenté de 58%. Enfin, l'île de la Réunion, qui pourrait à terme devenir un hub stratégique au cœur de l'océan Indien. Donc, si la Chine et l'Inde rivalisent de stratagèmes pour étendre leur influence dans les pays insulaires de l'océan Indien, Sri Lanka, Maldives, île Maurice, Madagascar, l'île de la Réunion n'échappe pas à cette rivalité progressive entre les deux puissances étatiques. En témoignent de nombreux liens tissés ces dernières années entre la collectivité française et la République populaire de Chine, consulat, Institut Confucius, partenariat avec la ville de Tianjin, vol direct entre La Réunion et la ville de Guangzhou, canton dans le sud de la Chine. Les touristes chinois sont par ailleurs exemptés de visa pour 15 jours sur l'île de La Réunion. Les CFIP sont donc des territoires stratégiques qui suscitent l'intérêt de Pékin. Mais l'activisme géopolitique de la Chine ne doit pour autant pas être exagéré. La relation est gérée à Pékin par le département des affaires européennes du ministère des Affaires étrangères. Les CFIP ne sont donc pas éligibles au projet gagnant-gagnant ou sud-sud que la diplomatie chinoise met en œuvre ailleurs. Les partenariats économiques, industriels et financiers sont pour l'instant restés modestes. Au niveau politique, Pékin ne conteste pas ouvertement la souveraineté française dans la région. En cela, elle préserve sa relation bilatérale avec la France, un partenaire européen important. Par ailleurs, ce sont souvent les autorités et les acteurs des CFIP qui cherchent à entretenir une relation politique spécifique avec la RPC et même parfois en dehors du cadre de la relation sino-française. J'entame ma dernière partie, j'irai plus vite. Là, on a une photo du président Édouard Fritsch avec le consul chinois. Donc, ce qui est important de noter, et c'est souvent ce que l'on néglige dans l'analyse de l'Indo-Pacifique en métropole, c'est qu'en matière de relations extérieures, les narratifs nationaux et locaux dans l'Indo-Pacifique français ne se conjuguent pas systématiquement. C'est notamment le cas dans le cadre des relations entre la Chine et les collectivités françaises de l'Indo-Pacifique. Conscients de leur dépendance économique à la métropole et souvent isolés de leur propre environnement régional, les collectivités françaises de l'Indo-Pacifique voient en la Chine des perspectives de croissance économique que nul autre acteur ne peut offrir. C'est le cas, par exemple, de l'île de la Réunion, comme on l'a vu, qui entretient une relation privilégiée avec la Chine et qui a officiellement émis le souhait de rejoindre les nouvelles routes de la soie. Donc là, c'était une politique régionale menée par le Conseil régional. Alors, j'ai regardé ce point 7 de l'ouverture sur le monde sur leur site internet a été supprimé depuis, mais en tout cas, à l'époque Didier Robert,
il y avait vraiment cette volonté. La collectivité souhaite intégrer le territoire réunionnais dans la stratégie chinoise des nouvelles routes de la soie terrestre et maritime, chose que l'on n'avait jamais entendue au niveau de la diplomatie française. Néanmoins, l'autonomie de la collectivité réunionnaise par son statut est plus limitée que les collectivités autonomes du Pacifique, Polynésie française, Nouvelle-Calédonie. C'est donc dans ces deux collectivités que l'on remarque de manière explicite l'intérêt des dirigeants locaux pour le développement économique chinois. Donc, on le sait, la Polynésie française entretient des relations spécifiques avec la RPC depuis au moins 3 décennies et souvent en dehors de la relation sino-française. Donc, on aurait pu parler de cette histoire de consulat chinois en Polynésie qui a été revendiqué à la fois par la République populaire de Chine, à la fois par les associations chinoises proches de Taïwan, procédure judiciaire de 40 ans, 3 pourvois en cassation et finalement la RPC déboutée. Bon, ça c'est une histoire parmi d'autres, mais ce qui a cristallisé les relations sino-polynésiennes récemment, c'est évidemment cette histoire de ferme aquacole sur l'atoll de Hao dans l'archipel des Tuamotu. Ce projet aquacole, évidemment, suscite de nombreuses interrogations, notamment par rapport à sa démesure. Donc, élaboré en 2012 par Oscar Temaru, leader indépendantiste, ce projet interroge véritablement par sa démesure. 350 millions d'euros d'investissement prévus, capitaux chinois exclusivement, 28 000 mètres carrés d'usines, 50 000 tonnes de production par an et la promesse de création de 500 emplois. Pourtant, les risques pour l'environnement sont déjà bien identifiés. Eutrophisation du lagon, résidus de plutonium et autres métaux lourds dans les poissons. Voilà. D'autant que cet atoll de Hao, vous le savez probablement, a également un intérêt stratégique en tant qu'ancienne base arrière des essais nucléaires dans la région. Certaines infrastructures existent encore, pistes d'aviation, routes traversières, 3 marinas en eau profonde, etc. À cet égard, le président Emmanuel Macron, qui se déplaçait en Polynésie française pour la première fois du 24 juillet au 28 juillet 2021, a clairement critiqué ce projet, qualifié d'exotique, d'aventureux et au financement incertain. Il a même ajouté « on ne peut pas être français le lundi et chinois le mardi ». Donc, a priori, ce projet a reçu une fin de non-recevoir par l'État, par la voix du président de la République, et pourtant, la collectivité polynésienne, par la voix de l'exécutif polynésien, a précisé que le projet était toujours en cours et que les travaux allaient se poursuivre. Affaire à suivre donc, mais peut-être que cette histoire de ferme aquacole dans l'archipel des Tuamotu sera un point de crispation, un antagonisme franco-français dans la relation État-collectivité. En Nouvelle-Calédonie, la Chine, futur partenaire des indépendantistes. Je mets un point d'interrogation. J'ai un petit peu sensible, mais on a par exemple cette déclaration du toujours Roch Wamitan, hein, nous n'avons pas peur de la Chine, c'est la France, pas elle, qui nous a colonisés, elle ne nous gêne pas outre mesure. Donc, on l'a vu, le facteur Chine est un élément important de toute politique nickel dans le monde, sachant que le nickel en Nouvelle-Calédonie est envisagé par les indépendantistes kanaks à la fois comme le symbole du pillage colonial et comme ressource viable pour accéder à l'indépendance. Le foncier, de manière générale, est envisagé par les communautés kanaks comme une source d'identité, de lien à la terre. Or, la Chine est un acteur indispensable dans l'industrie du nickel. L'évolution du marché calédonien est soumise au dynamisme de l'économie chinoise. C'est donc tout naturellement que la SMSP, détenue à 85% par la province Nord et interface économique de la cause indépendantiste, a entrepris un partenariat avec une entreprise chinoise. Donc, pour l'instant, disons que l'influence chinoise, mis à part ce partenariat entre la SMSP et cette entreprise chinoise, l'influence chinoise en Nouvelle-Calédonie repose sur peu d'éléments tangibles. Néanmoins, si on regarde chez les voisins mélanésiens, on voit que la Chine est devenue un acteur
politique très important lors des 2 dernières décennies. Elle a déjà pénétré de nombreux réseaux multinationaux. Je pense au groupe de fer de lance mélanésien. La Chine a financé le bâtiment du secrétariat général de l'organisation. La Chine a également participé au financement du Pacific Island Development Forum, institution créée à l'initiative de Fidji pour exclure les partenaires occidentaux considérés comme trop influents. Donc, voilà, ça c'est l'inquiétude qui a notamment été mise en avant par les partis loyalistes lors de la campagne électorale et reprise parfois en France, à savoir si la Nouvelle-Calédonie n'est plus française, elle sera chinoise. Donc là, évidemment, il y avait peut-être un raccourci qui a été fait, mais en tout cas, le développement de l'influence chinoise en Mélanésie est quelque chose de notable sur la dernière décennie, et notamment au Vanuatu, pays proche de la Nouvelle-Calédonie. En conclusion, rappelons que d'un point de vue chinois, la France en Asie est un acteur subsidiaire et surtout non légitime. On se souvient de cette phrase choc d'un amiral chinois lors du Shangri-La Dialogue en 2013. Pour nous, la France, c'est en Europe. Côté français, les inquiétudes vis-à-vis de la montée en puissance de la RPC sont évoquées par le président Emmanuel Macron dans chaque grand discours sur l'Indo-Pacifique. Garden Island en Australie, Nouméa, La Réunion, Xi'an, New Delhi. Chaque fois, le partenaire et concurrent chinois est évoqué lorsqu'il s'exprime sur la stratégie Indo-Pacifique. Avec le développement d'une stratégie Indo-Pacifique française, la relation franco-chinoise est dans une certaine mesure devenue bicontinentale. Pour la diplomatie française, il faudra probablement négocier en Europe pour être légitime en Asie. Les CFIP, à cet égard, peuvent devenir une composante importante dans le futur des relations franco-chinoises. Cette stratégie est perçue à Pékin comme un alignement sur la stratégie américaine. Les déclarations du président Macron à Nouméa avaient d'ailleurs suscité la moquerie des organes de presse nationalistes, Global Times pour ceux qui connaissent. Alignement ou consolidation d'un partenariat historique et stratégique, les stratégies indo-pacifiques françaises et américaines sont évidemment compatibles. Affaire à suivre donc. Pour finir, on notera cette déclaration de l'ambassadeur Jai Jun en déplacement en Polynésie française dès 2016. La relation entre la Chine et la Polynésie française est une composante importante des relations sino-françaises. Je pense qu'on pourrait étendre à l'ensemble de l'Indo-Pacifique français. Merci beaucoup, j'ai peut-être été un peu long. Présent à Pékin, vous êtes retourné depuis quelque temps. Est-ce que ça pose problème aux Chinois pour travailler sur ces questions-là? Alors, j'avoue que je n'y suis pas retourné depuis 2017. Ce que je peux vous dire, c'est que j'étais donc étudiant à l'Institut diplomatique de Pékin, qui était une école directement rattachée au ministère des Affaires étrangères chinoise, et que effectivement les cours étaient bien évidemment assez directifs et que la place pour le débat n'était pas vraiment autorisée. Cependant, force est de constater que d'un point de vue chinois, il convient totalement que les Occidentaux aient des perspectives et des représentations sociales différentes. Donc, je dirais que dans le cadre de l'université, la parole était tolérée. Après, je sais que certains collègues qui ont et même mon directeur de thèse, qui ont des propos assez virulents sur la politique étrangère chinoise, évidemment, on leur conseille de ne plus aller en Chine. Il pourrait leur arriver quelques soucis, je pense notamment au passage de la douane. Et à l'Université de Polynésie, il y a d'autres chercheurs qui travaillent sur ces questions. Oui, alors c'est intéressant parce que l'Université de Polynésie a développé un partenariat donc avec l'Institut diplomatique de Pékin depuis maintenant presque 10 ans. C'est à travers ce partenariat que s'est créé l'Institut Confucius. Les enseignants de chinois donc, sont des fonctionnaires de Pékin qui arrivent de cette université. Plusieurs étudiants de l'Université de Polynésie française
vont faire un échange universitaire à Pékin chaque année. Donc, il y a des relations culturelles entre les deux établissements assez développées. Et pour l'instant, j'ai l'impression que ça se passe plutôt bien. On ne peut pas soupçonner des étudiants chinois venus en Polynésie d'être un peu… J'ai envie de dire, tout fonctionnaire de Pékin est potentiellement oui, il ne faut pas être naïf non plus. Et évidemment, après, c'est au pays qui les accueille aussi de prendre ses dispositions et de peut-être être assez discret ou de moins de bien les surveiller. Il y avait eu ce fameux livre qui est sorti l'année dernière d'Antoine Isambard sur les relations France-Chine, avec notamment ces doctorantes de l'université d'Harbin qui s'étaient mariées à des marins français qui travaillaient sur l'île Longue. Bon, voilà, là, c'est évidemment, il faut faire attention. Tout fonctionnaire de Pékin est affilié au Parti communiste chinois et donc, évidemment, c'est au pays qui les accueille de prendre ses dispositions, je pense, pour les surveiller. Tout comme les chercheurs français, et tout comme la communauté française en Chine est également très surveillée par les autorités chinoises. Oui. C'est au sujet de la Nouvelle-Calédonie. À votre avis, est-ce que le mouvement indépendantiste en Nouvelle-Calédonie est infiltré, financé par la Chine de manière directe ou indirecte? Et quel est son avenir finalement? De ce que je sais, financé, non. Infiltré, vraiment dans une moindre mesure, avec notamment cette association sino-calédonienne, c'est le seul lien tangible qu'on ait pu tisser. Oui, effectivement, cette sino-tahitienne en Calédonie a été conseillère directrice de cabinet d'Europe Mois-Mi-Temps. On sait que le nouveau directeur de cabinet va aussi souvent en Chine. Voilà. Après, il ne faut pas non plus, je pense, exagérer. Les Mélanésiens et les leaders indépendantistes kanaks ont également conscience de la menace que représente la Chine parce qu'ils regardent évidemment ce qui se passe chez leurs voisins et le développement de la Chine dans les pays indépendants, je pense au Vanuatu, je pense aux îles Salomon, je pense à la Papouasie-Nouvelle-Guinée, ne se fait pas non plus sans heurts. C'est pas Chine, France et les indépendantistes vont choisir l'un ou l'autre. C'est plus complexe que ça. Et je dirais que les leaders indépendantistes et polynésiens ont conscience aussi du potentiel danger d'une indépendance trop directe vis-à-vis de la France, notamment par rapport au développement de l'influence chinoise. Donc, je dirais que pour l'instant, il y a peu d'éléments tangibles, mais il ne faut pas être non plus naïf. Si indépendance il y a plus tard, oui, effectivement, la Chine, évidemment, tisserait son influence sur la collectivité calédonienne. Mais ça, les leaders indépendantistes le savent. Il y a une question sur le chat qui demande dans l'affrontement latent entre la Chine et les États-Unis dans l'Indo-Pacifique constitue un terrain d'application privilégié. La France peut-elle faire valoir une voie propre sans alignement sur les États-Unis? Je dirais que peut-être, il faut toujours se souvenir qu'en Asie et par extension dans les océans Indien et Pacifique, la France est une puissance bienvenue, mais elle n'est pas forcément une puissance attendue. Il faut bien comprendre que la France est quand même une puissance tierce dans cette région et que d'autres puissances régionales ont des moyens beaucoup plus conséquents. Pour répondre à la question, j'aurais tendance à dire peut-être, malheureusement, à Pékin et chez les principaux partenaires de Pékin, le fait d'avoir adopté une stratégie indo-pacifique est déjà un alignement sur les États-Unis parce que la sémantique indo-pacifique, comme j'ai essayé de l'expliciter en début de présentation, est avant tout une construction pour contenir la Chine. La Chine, la Russie, le Pakistan, l'Iran, qui sont des puissances régionales en Indo-Pacifique, n'adoptent pas cette sémantique. Donc, même la Corée du Sud, qui a des relations très, très, très importantes avec la Chine, rechigne à l'adopter. Donc, je dirais que dès le départ, si la France adopte une stratégie Indo-Pacifique, ça va être compliqué de faire croire aux Chinois qu'on est dans une troisième voie. Eux vont le percevoir comme un alignement. Après, effectivement, oui, la France peut éventuellement jouer le rôle de médiateur comme elle le fait ailleurs en Indo-Pacifique en cas de crise. Et l'exercice de la souveraineté sur les territoires lui donnerait une certaine légitimité à le faire. D'autant plus que depuis septembre 2021, les deux grands partenaires
sur lesquels cette stratégie s'appuyait, à savoir l'Australie et les États-Unis, il y a eu ce coup de Trafalgar qui est l'AUKUS. Donc, oui, effectivement, ça pourrait le devenir à terme. Voilà, il y a aussi évidemment cette relation franco-indienne qui se développe, donc affaire à suivre. Mais en tout cas, pour répondre à cette question, je dirais qu'à partir du moment où la France adopte une rhétorique indo-pacifique, elle est déjà plus dans la troisième voie, elle est déjà dans la prise de position. Qu'en est-il selon vous des relations entre la Chine et Vanuatu? Alors, je ne suis jamais allé au Vanuatu, donc j'aurais du mal à le dire avec précision. En tout cas, de ce que j'ai pu en entendre de la part de camarades calédoniens, certaines personnes y vont régulièrement. Apparemment, c'est impressionnant le développement économique et les investissements chinois sur l'archipel des Vanuatu. C'est vraiment quelque chose qui modifie le paysage quotidiennement. Alors, il y a eu aussi cette fameuse rumeur sortie dans le Sydney Herald avec cette rénovation d'infrastructures portuaires sur le quai de Bougainville au Vanuatu qui, selon certains, pourrait servir de prochaine base militaire, base à vocation militaire pour les bâtiments chinois au Vanuatu. Donc, les deux gouvernements, Vanuatu et chinois, n'ont pas confirmé cette rumeur. Donc, affaire à suivre, mais en tout cas, de ce que j'ai pu en entendre, oui, le développement de l'influence chinoise au Vanuatu est conséquent. Quel exemple Alors, de beau dans l'océan Indien, il y a plusieurs cas d'espèces, voire cas d'école. On a évidemment le port de Hambantota au Sri Lanka. On parle aussi d'un complexe touristique aux Maldives, il me semble. Alors après, il y a beaucoup de sujets où l'affaire est en suspens. Je pense aux Seychelles, je pense à l'île Maurice, où les gouvernements contractent un jour avec la Chine, le lendemain avec l'Inde. Et donc, on est vraiment dans une rivalité sino-indienne pour avoir un petit peu le plus d'influence possible sur ces pays insulaires de l'océan Indien. Mais oui, on a ce cas d'école au Sri Lanka et aux Maldives. Pardon ? Alors si, on le retrouve dans le Pacifique. Alors on en est toujours au stade de la rumeur. Donc il y a eu cette histoire de rénovation de quai à Bougainville au Vanuatu. Il y a eu aussi eu cette histoire aux îles Salomon, quelques semaines après que les îles Salomon aient switché de représentation diplomatique. Vous savez qu'il y a cette fameuse guerre du portefeuille dans le Pacifique où les États insulaires un peu jouent la diplomatie du chéquier, soit pour reconnaître le gouvernement de Taïwan, soit pour reconnaître le gouvernement de Pékin. Et là, les îles Salomon et les Kiribati, les Kiribati, en l'espace de 2 semaines, en 2018 ou 2019, ont changé de représentation diplomatique au profit de Pékin. Et quelques semaines après, on apprenait qu'une île avec un port en eau profonde aux îles Salomon allait être rachetée par un investisseur chinois pour là aussi développer un resort hôtelier. Donc apparemment, il y a eu quelques barrières juridiques, donc le projet ne se fait pas encore, mais bon, affaire à suivre tout de même. Donc si, il y a plusieurs. Il y a aussi cette histoire de. Là, on est en Micronésie, sur l'île de Yap. On a un resort chinois, enfin un capitaux chinois qui est construit. Or, il s'avère que le resort se trouve juste au-dessus d'un point stratégique où plusieurs câbles sous-marins se rejoignent. Donc, il y a aussi des exemples dans le Pacifique. Et il y a aussi, à moindre mesure, la ferme aquacole de Hao. C'est vrai qu'on ne voit pas pourquoi les Chinois iraient faire de l'aquaculture aussi loin de la Chine. Et on sait que l'atoll de Hao a un intérêt stratégique en tant que base arrière des essais nucléaires français de 60 à 1990. Oui, le Mahana Beach, qui a été en fait un flop incroyable. Le territoire avait déjà investi plusieurs millions de francs pacifiques pour débuter les constructions, avec des clauses assez étonnantes, notamment des casinos réservés qu'aux ressortissants chinois, parce que les jeux d'argent sont interdits encore en Polynésie française.
Et puis, c'était surtout un complexe complètement démesuré, 3000 chambres. Il n'y avait même pas encore les lignes directes pour assurer l'acheminement d'un tel nombre de touristes que les Chinois avaient déjà proposé ce type de projet. Les gouvernements polynésiens, là aussi, avaient accepté, et puis ça ne s'est pas fait. Question. Alors, moi, j'ai une question. Au début de votre exposé, vous avez relativisé le concept d'Indo-Pacifique en disant que finalement, c'était un schéma qui a été mis au point par notamment les États-Unis pour contrer l'influence chinoise. Mais est-ce que finalement, il n'est pas légitime quand on voit la politique militariste de la Chine qui arme à peu près l'équivalent de la flotte française, j'allais dire tous les ans, ça s'exagère un peu, mais à peine, et puis surtout qui s'empare d'un certain nombre d'atolls de la mer de Chine du Sud en négation du droit international pour y implanter des aéroports militaires, en définitive. Bien sûr, la bétonisation de certains atolls. Est-ce que ce n'est pas une réaction politique qui nécessiterait un certain containment de la puissance? Tout à fait. Alors, légitime, je ne sais pas. En tout cas, il est assez évident. Chronologiquement, on voit que l'émergence de ce concept correspond tout à fait à l'irrédentisme chinois en mer de Chine. Et finalement, l'ensemble des acteurs qui ont adopté ce nouveau schéma stratégique sont tous des acteurs qui ont des craintes vis-à-vis de cet irrédentisme chinois en mer de Chine. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'ici, et ça n'a pas toujours été le cas, les États-Unis appliquent ce qu'on appelle le offshore balancing, c'est-à-dire qu'ils s'appuient beaucoup plus sur leur réseau d'alliés dans la région qui constitue évidemment un avantage face à Pékin. Le Japon, la Corée du Sud, Taïwan, l'Inde maintenant, et dans une moindre mesure les pays de l'ASEAN. Mais oui, tout à fait, c'est clairement une politique de containment vis-à-vis de la Chine. Il y a une question qui concerne les catastrophes naturelles dans les États du Pacifique. Dans quelle mesure la Chine contribue? En plus de la Chine, dans quelle mesure? Alors, j'avoue avoir peu d'infos sur cette question en particulier, mais j'ai écouté attentivement ce que disait un intervenant ce matin, à savoir que la Chine a envoyé elle aussi de l'aide humanitaire lors de la catastrophe naturelle au Tonga. Il y a eu aussi ce qu'on a appelé la diplomatie du masque au moment de la crise Covid, notamment à Tahiti, où on a vu tous les réseaux chinois s'activer pour fournir les pays du Pacifique insulaire en masques et en matériel médical. Et donc, dans le cas de Tahiti, le charter acheminé depuis Shanghai a été reçu de manière très solennelle par le président Edward Fritsch à l'aéroport de Tahiti Pha. Donc là aussi, c'était une opération de communication assez réussie de la part du consulat chinois en Polynésie française. Et je sais que ce même type de politiques ont été menées un peu partout dans le Pacifique océanien. Sur les catastrophes naturelles, la Chine est toujours un bailleur de fonds. Je crois qu'elle est devenue le 3e bailleur de fonds le plus important dans la région. Donc je suppose qu'elle participe activement aussi à l'aide humanitaire pendant les catastrophes naturelles. J'ai une dernière question, mais qui ne concerne plus la Chine, puisque vous êtes quand même globalement spécialisé dans le Pacifique. C'est à propos de ce fameux coup de Trafalgar et de cette vente avortée sous-marin d'Australie. Comment vous analysez cette situation? Déjà, je dirais que rien n'est définitif, à savoir que le nouveau projet qu'ont choisi les Australiens va mettre du temps à se concrétiser et qu'il se dit déjà dans la presse un peu spécialisée que les industriels français n'auraient pas totalement abandonné le coup, donc affaire à suivre. Effectivement, je pense que sur la forme, ça a été vraiment très mal pris de la part de la diplomatie française. Voilà, je pense que la relation avec les États-Unis d'Amérique
s'est rétabli. Avec l'Australie, ça mettra peut-être un peu plus de temps, mais il y a toujours des partenariats importants entre la France et l'Australie dans d'autres domaines, notamment, par exemple, sur la politique antarctique. Le bâtiment français qui va ravitailler la terre d'Ateli part du port d'Hobart en Australie, et je ne pense pas qu'il soit question de remettre ça en cause à terme. Il y a toujours des institutions dans lesquelles la France et l'Australie sont des partenaires majeurs. On avait le représentant de la CPS ce matin qui nous le confirmait. Donc voilà, ça a probablement jeté un coup de froid dans la relation franco-australienne. Voilà, il y a aussi cette histoire de processus référendaire en Nouvelle-Calédonie qui a créé, bon, peut-être pas des troubles, mais qui a été quand même assez critiqué de la part de certaines personnalités australiennes. Je pense à Denise Fisher, qui était l'ancienne consul de Nouvelle-Calédonie, l'ancienne consul australienne en poste en Nouvelle-Calédonie, qui a été très critique vis-à-vis de l'État. Donc voilà, on est probablement dans une période un peu compliquée, mais je pense que les choses à terme vont se rétablir. Et surtout, côté français, il faut le voir, je pense, comme une opportunité de développer nos relations avec d'autres partenaires, ce que la France s'est empressée de faire. Évidemment, il y a l'Inde, évidemment, il y a l'Indonésie, avec laquelle on a contracté la semaine dernière, je crois, des ventes de Rafale. Voilà. Alors, est-ce que ces accords seront toujours labellisés Indo-Pacifique? A priori, oui. J'ai vu que le président de la République utilisait toujours ce terme, notamment dans les ventes avec l'Inde et avec l'Indonésie. Donc voilà, affaire à suivre. Je pense que la relation franco-australienne, pour l'instant, est un peu délicate, mais les opportunités de se réconcilier seront nombreuses. Petite conclusion optimiste. Petite conclusion optimiste. D'autres questions? On va vous remercier. Merci.